Bienvenue sur le podcast de Naturisme-TV. Vous découvrirez au fil des épisodes des histoires, des réflexions et des regards croisés sur le naturisme et son art de vivre. Mhm. Ce qui nous amène aujourd'hui à une plongée documentaire vraiment captivante. Carrément, ouais. Nos sources du jour nous emmènent au cœur d'une institution vraiment emblématique de la côte méditerranéenne. Le fameux CHM René Oltra. C'est ça, au Cap d'Agde. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, en fait, c'est de comprendre une dynamique qui, de l'extérieur, ressemble souvent à un vrai paradoxe. Un très grand paradoxe même. Ouais. Comment est-ce qu'on parvient à concilier la liberté totale, donc celle qui est vraiment inhérente à la philosophie naturiste, avec le besoin fondamental d'un cadre familial? C'est ça. Un cadre qui soit sécurisant, qui soit structuré, et même, on va le voir, carrément éducatif. C'est toute la complexité du sujet, effectivement. En parcourant les documents, la charte et les témoignages liés à ce lieu, on s'aperçoit très vite qu'on est loin du simple concept de la plage, où l'on enlève son maillot, quoi. Ah oui, non, rien à voir. Il y a une véritable ingénierie sociale derrière l'organisation de ce domaine. Une ingénierie sociale, c'est le mot, ouais. L'idée, ce n'est pas seulement d'accueillir des familles, tu vois, mais de créer un environnement où cette philosophie doit être transmise Mhm. et vécue sereinement au quotidien par absolument toutes les générations. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Parce que pour bien comprendre comment cette espèce d'alchimie fonctionne aujourd'hui, il faut absolument faire un saut dans le temps. Absolument, Parce que l'histoire de ce domaine, c'est ce qui pose les fondations de tout le reste, en fait. totalement. Le centre héliomarin René Oltra, et arrêtons-nous d'ailleurs une petite seconde sur ce terme. Hélio-marin. Ouais, hélio-marin, c'est hyper révélateur. Hélio pour le soleil et marin pour la mer. Logique? Dès le départ, l'approche elle est axée sur la santé, sur les bienfaits des éléments naturels sur le corps. Mhm. Et ce centre s'apprête à célébrer ses 70 ans en 2026. 70 ans, c'est fou. L'histoire commence donc en 1956. À l'origine, on a deux frères, René et Paul Oltra. Ouais, les fondateurs. Voilà. Et ce ne sont pas des théoriciens ou des militants urbains, tu vois. Ce sont des viticulteurs du sud de la France. Des gens de la Terre, quoi. Exactement. Et ils possèdent ce terrain immense en bord de mer. Et là, il faut s'imaginer la France de 1956. Ah oui, c'est une autre époque. On est en pleine période d'après-guerre, dans une société aux mœurs extrêmement corsetée. Très très conservatrice. Complètement. Décider d'ouvrir un espace dédié à la nudité collective à cette époque bien précise, faut oser. Bah oui, c'est audacieux pour ne pas dire carrément à contre-courant. C'était perçu comme une excentricité absolue par certains, voire une provocation. Tu m'étonnes. Pourtant, leur démarche, elle était visionnaire. Ils ont parié sur un besoin de retour à la nature qui commençait tout juste à poindre, en fait. Et c'est un pari gagnant. Aujourd'hui, ce pari s'est transformé en un domaine arboré gigantesque de 39 hectares. 39 hectares, Pour donner une idée d'échelle à l'audience, c'est l'équivalent de plus de 50 terrains de football. c'est immense. C'est une véritable petite ville intégrée dans la nature. Et ce qui m'amène directement à un point vraiment fascinant de nos sources, dans le matériel fourni pour cette plongée, il y a une sorte de guide qui s'attaque aux idées reçues Oui, le fameux guide. sur le naturisme. Et il y a ce fameux préjugé numéro 4, l'idée, très ancrée chez les non-initiés, qu'un centre naturiste serait un environnement totalement inadapté pour les enfants. Ah, ça c'est un grand classique. L'argument habituel étant que la nudité serait forcément, obligatoirement, associée à une atmosphère réservée aux adultes. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont la réalité quotidienne du camp, qui est documentée dans nos sources, vient littéralement pulvériser ce mythe. Ouais, c'est clair. Si l'on observe la psychologie du très jeune enfant, on se rend vite compte que la notion de pudeur corporelle ou de gêne n'est absolument pas innée. C'est une construction. C'est une construction sociale à 100%. Les textes soulignent que pour un enfant en bas âge, la nudité n'est pas un problème. C'est même son état de confort optimal. Bah oui, n'importe quel parent sait de quoi on parle en fait. Tellement. C'est le combat quotidien pour empêcher un gamin de 3 ans d'enlever ses chaussettes, son pull ou sa couche dès qu'il a 5 minutes de répit. Ils veulent juste être libres. Pour eux, les vêtements agissent un peu comme un uniforme encombrant, une armure rigide qui gratte, qui tient chaud, qui limite les mouvements. C'est tout à fait ça. Se retrouver dans un environnement de 39 hectares où l'on a le droit d'enlever cette armure pour courir dans le sable et sentir le vent, c'est tout simplement une libération sensorielle. C'est le mot juste ça, libération sensorielle. Ouais. Mais l'analyse de nos sources va plus loin. Elle soulève une nuance qui est très pertinente. Laquelle? Si la nudité est une évidence pour les tout-petits, la donne change inévitablement avec l'arrivée de la puberté. Ah oui, l'adolescence. Voilà.
À l'adolescence, le corps se transforme, le regard des autres prend une ampleur démesurée, C'est sûr. et la pudeur fait très naturellement son apparition. Et c'est là que j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable. Je t'écoute. Si l'adolescence est justement la période où l'on a envie de se cacher sous 3 couches de vêtements, comment est-ce qu'un centre naturiste gère ça? C'est une vraie question. On ne va quand même pas forcer un jeune de 14 ans qui est mal dans sa peau à se promener nu sous prétexte qu'il faut respecter la tradition du camp. C'est une excellente question, et c'est précisément là que l'approche du CHM montre son intelligence. D'accord. La philosophie du lieu n'est pas du tout de faire de la nudité un dogme rigide et oppressant. Les textes sont formels là-dessus. Face à la pudeur naissante, qui est d'ailleurs souvent plus marquée chez les jeunes garçons selon leurs observations, le maître mot, c'est le respect. Le respect du choix de l'ado. Exactement. Le choix de l'adolescent de se couvrir partiellement, de porter une serviette ou un short est totalement respecté. C'est rassurant. L'objectif n'est pas de créer un traumatisme, mais d'accompagner. Bien sûr. Et pour couronner le tout, il y a cette petite phrase pleine de malice dans nos documents qui dit, je cite, « Les enfants de naturistes ne remplissent pas les salles d'attente des psys. » C'est une façon très directe de rassurer le public. Et ça fonctionne. Ça fonctionne carrément. Parce que, contrairement à l'image d'Épinal du mouvement naturiste, tu sais, souvent caricaturé comme un héritage un peu vieillissant des hippies des années 70, Oui, on a tous ce cliché en tête. les chiffres de nos sources dressent un portrait radicalement différent. Ah oui, L'une des statistiques m'a vraiment fait sursauter. En France, 43% des naturistes ont aujourd'hui moins de 30 ans. c'est énorme. 43%. C'est un basculement démographique majeur. Ouais, Près de la moitié de la population naturiste représente la nouvelle génération. c'est ça. Cela indique que ce mode de vie ne survit pas par simple nostalgie, mais qu'il répond vraiment à des préoccupations très contemporaines. Tout à fait. On parle d'une génération marquée par l'éco-anxiété, par la fatigue de l'hyperconsommation, Mhm. et qui cherche des moyens concrets de se reconnecter à l'essentiel, à la nature, et à une forme de sobriété en fait. Et le CHM René Oltra a parfaitement compris cet enjeu générationnel. Il y a une volonté très claire d'attirer et de fidéliser ces jeunes familles. Ça se voit dans leur politique. Complètement. Dans la grille tarifaire qu'on a étudiée, il y a un argument massu. La gratuité totale du séjour pour les mineurs, donc jusqu'à 18 ans. Gratuité totale, oui. Et ce n'est pas juste pour un vieux week-end pluvieux hors saison. C'est valable du 15 mars au 15 octobre. Pratiquement toute la saison. Dans la limite de 4 enfants par famille. C'est quand même pas rien. D'un point de vue économique, c'est un investissement colossal de la part du centre. Carrément. Ce n'est pas juste une promotion, c'est une vraie déclaration d'intention. Il subventionne littéralement la présence des jeunes pour s'assurer que l'esprit familial perdure. C'est un pari sur l'avenir. Mais bon, il ne suffit pas de les inviter gratuitement. Encore faut-il que ces enfants et ces ados trouvent leur place une fois sur le terrain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'organisation de l'espace est pensée au millimètre pour créer ce fameux cadre. C'est très structuré. Les documents décrivent un secteur particulier, appelé l'espace nature. C'est situé dans une zone qu'ils nomment l'allée haut. Oui, Ce n'est pas juste un coin avec 3 balançoires au fond du parc. C'est un vaste secteur entièrement sanctuarisé, sans aucune circulation de véhicules. 0 voiture. La sécurité de base est donc assurée par l'urbanisme même du lieu. Exactement. Et au cœur de cet espace, on trouve des structures qui sont adaptées à chaque tranche d'âge. Donc pour les plus petits, Pour les 5 à 12 ans, il y a le mini-club. Ce qui ressort des descriptions, c'est vraiment l'effort fait pour s'éloigner de l'image de la garderie classique. avec les pièces fermées et les néons. Voilà, le néon au plafond, c'est fini. Ici, l'accueil se fait dans des yourtes. Des yurts. Oui, ces grandes tentes circulaires qui favorisent la convivialité. Il y a des structures gonflables, bien sûr, mais aussi quelque chose de beaucoup plus inattendu et pertinent. Un potager pédagogique. Ce potager, c'est un détail qui en dit long. C'est clair. Mettre des enfants de 7 ou 8 ans au naturel, les mains dans la terre, pour apprendre comment pousse une tomate ou un radis, c'est un ancrage littéral dans le sol. Et très concret. On ne leur fait pas de grands discours philosophiques sur la nature, on leur fait vivre l'expérience sensorielle du vivant. Et alors pour la tranche d'âge supérieure, les 13-17 ans, le défi est tout autre. J'imagine, oui. Le club ado adopte une approche très différente. À cet âge, on cherche l'autonomie, on veut retrouver ses pairs, on veut fuir la supervision constante des parents. C'est l'âge rebelle. Les activités sont donc construites à la carte, selon leurs envies, avec des soirées dédiées. Et on note au passage une intégration très pragmatique de la technologie. Les ados s'inscrivent à leurs activités via une application mobile. L'application Cooling Camp. Cooling Camp, oui. C'est vrai que le contraste est amusant. On pourrait imaginer le naturisme comme un rejet total du monde moderne. Un retour à l'âge de pierre. Voilà, en mode tour à l'âge de pierre, sans écran.
Mais pas du tout, ils utilisent les outils numériques pour fluidifier l'expérience. C'est intelligent. Et puis, en dehors de ces heures encadrées, il y a le point de ralliement ultime, l'espace Cosmos. L'espace Cosmos, c'est un peu la place du village pour la jeunesse. Exactement. Les sources détaillent un accès libre à des tables de ping-pong, un terrain multisport, des modules de fitness et même une piste de pump track. Oui, le pump track. Pour ceux qui ne visualisent pas, c'est un parcours en boucle avec des bosses et des virages relevés. C'est parfait pour les BMX, les skates ou les trottinettes. C'est génial pour eux. Imaginez un peu la scène. Des dizaines de jeunes qui rient ensemble, qui se lancent des défis, avec la Méditerranée en toile de fond. Le cadre de rêve. On est très loin de l'ambiance silencieuse d'un monastère. C'est un lieu qui vit, qui fait du bruit, qui déborde d'énergie. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on réalise que cette débauche d'infrastructures n'a qu'un seul but, organiser la liberté. Organiser la liberté, oui. On offre aux jeunes un écosystème où ils peuvent se déplacer, jouer et sociabiliser en toute autonomie, tout en sachant que le cadre de sécurité est en béton armé. Bien sûr. Le système repose sur des bracelets d'identification pour les enfants, des clubs et leurs parents. Il y a des équipes de sécurité dédiées qui patrouillent et une infirmerie directement sur place pendant la haute saison. C'est la tranquillité d'esprit. C'est ce filet de sécurité invisible mais omniprésent qui permet aux parents de relâcher la pression. Relâcher la pression, oui. Mais pas abandonner les règles, non. Ah ça non. Parce que vivre à plusieurs milliers sur un même espace demande un niveau de savoir-vivre impressionnant. C'est clair. C'est ici qu'intervient le dernier grand pilier de notre analyse, la charte naturiste. Et en la lisant, on comprend que c'est bien plus qu'un simple règlement intérieur. C'est un vrai mode d'emploi de la vie en communauté. C'est un manuel d'éducation civique grandeur nature. Les règles de base sont clairement établies. À la plage et aux douches, la nudité intégrale est la norme exigée. C'est le cœur de l'expérience. Logique. Mais le plus intéressant se trouve dans les règles concernant le reste du domaine. Partout ailleurs, ce qu'ils définissent comme la mode à suivre, c'est la tenue naturiste. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire la nudité ou une tenue minimale, par simple respect pour ceux qui font l'effort d'être dénudés. D'accord. Et c'est sur ce point précis que la charte s'adresse directement aux parents. Et c'est vraiment très instructif. Tout à fait. Il leur est demandé d'aider activement leurs enfants, et surtout les adolescents, à respecter cette tenue naturiste. C'est pas toujours facile avec les ados. Les documents reconnaissent explicitement que la tentation est grande pour les jeunes de chercher à se parer, de se cacher derrière le style d'un vêtement à la mode. Bien sûr. La règle tombe alors comme un couperet. Les maillots de bain sophistiqués, les bikinis, les strings sont formellement interdits. Interdiction stricte. Pourquoi une telle sévérité sur un simple bout de tissu? Parce que ce bout de tissu transporte avec lui tout ce que le naturisme cherche à déconstruire. Intéressant. L'interdiction des bikinis ou des tenues sexualisées répond à deux impératifs. Le premier, c'est de maintenir une frontière étanche entre le naturisme et l'érotisme. Ce sont deux mondes qui n'ont absolument rien à voir. C'est un rappel important. Et le second impératif, et c'est sans doute le plus profond sur le plan éducatif, c'est la lutte contre le culte du paraître. C'est un argument frappant. Réfléchissons-y une seconde. Dans un collège ou un lycée classique, la hiérarchie sociale se construit très souvent sur l'apparence. Tout le temps. La marque des baskets, la coupe du blouson, le style du maillot de bain, tout cela agit comme un marqueur de classe sociale, de richesse ou de popularité. Exactement. En imposant la tenue naturiste et en bannissant les artifices de la mode balnéaire, le CHM René Oltra agit comme un grand niveleur social. Un niveleur social? Oui, c'est exactement ça. On retire aux jeunes l'outil principal de comparaison et de compétition. Sans marque de vêtements derrière laquelle se cacher, chacun est ramené à sa stricte humanité. On est tous à la même enseigne. C'est un exercice radical d'acceptation de soi. On apprend à exister parce que l'on est et non parce que l'on porte. C'est fort, hein? Pour un adolescent tiraillé par les complexes, cela peut sembler terrifiant le premier jour. Bon oui, ça doit l'être. Mais les témoignages montrent que cela devient rapidement une libération inouïe. Le regard des autres perd son pouvoir de nuisance. Voilà. C'est une leçon de vie majeure. Et cette charte ne s'arrête pas au rapport au corps. Elle encadre la totalité de la vie en communauté. On y lit par exemple des règles très strictes sur la circulation à vélo. Avec des limitations de vitesse. Ouais, pour responsabiliser les plus jeunes face aux piétons. Il y a aussi un volet très fort sur le respect de la tranquillité. Le bruit. Oui, vivre au plus près de la nature, c'est aussi écouter ses rythmes. Il est demandé de baisser le son des radios, de modérer le volume de sa voix. Et avec une rigueur accrue une fois la nuit tombée, évidemment.
Bien sûr, apprendre à un enfant ou un ado qu'il n'est pas seul au monde et que son bruit impacte leur repos de son voisin, c'est la base de la citoyenneté. Sans oublier le volet écologique, qui est central dans les documents. On prône l'harmonie avec la nature, donc la charte traduit cela en actes. C'est très concret. Elle exige le tri méticuleux des déchets, l'utilisation de cendriers jetables pour ne laisser absolument aucun mégot dans le sable, Très important ça. la protection absolue de la zone dunaire et de sa flore qui est très fragile, et des consignes strictes sur l'économie de l'eau. Finalement, pendant leurs vacances, les enfants subissent un entraînement intensif au respect de l'environnement. C'est ça. Mais sans s'en rendre compte. Et la force de cet apprentissage, c'est qu'il ne se fait pas par un discours punitif de la part d'un professeur devant un tableau, il se fait par l'immersion. Par l'exemple. Quand un enfant voit des milliers de personnes, adultes compris, se plier naturellement à ces règles de tri, de respect du silence et de préservation des dunes, cela crée une norme sociale incroyablement puissante. Les valeurs s'intègrent par le mimétisme en fait, par l'évidence du quotidien. Exactement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si l'on prend un peu de recul sur cette analyse, sur ces presque 70 ans d'histoire, sur la création de l'espace nature, du pump track, et sur la rigueur de cette fameuse charte éducative. La conclusion semble assez claire. La conclusion semble évidente. Le CHM René Oltra n'est pas simplement un prestataire de services touristiques ou un accès privilégié à une plage de sable fin. C'est une véritable école de la vie à ciel ouvert. C'est très joliment dit. C'est un laboratoire social où les familles viennent chercher un outil d'éducation alternatif. Cela soulève une question importante. Une interrogation qui résonne particulièrement fort à notre époque. Laquelle? Nous venons de voir comment ces infrastructures et ces règles construisent un environnement où le corps humain est normalisé, où l'on déconstruit le culte de l'apparence et où la comparaison sociale par le vêtement est purement et simplement annulée. Oui. Dans quelle mesure le fait de grandir même quelques semaines par an dans un tel creuset de vérité et d'acceptation naturelle de soi devient-il une armure psychologique? Une armure contre le monde extérieur. Exactement. Pensez à ce qui attend ces jeunes en dehors des portes du domaine. Ils vont affronter la pression écrasante des réseaux sociaux, L'enfer d'Instagram et de TikTok. les filtres numériques qui déforment la réalité, Mhm. la quête d'une perfection esthétique virtuelle et inatteignable. C'est vertigineux pour un ado. Peut-être que cet ancrage profond dans le réel, cette certitude intime que le corps n'est ni un objet de honte ni un outil de compétition, Mhm. que tout cela constituera leur meilleure défense. L'héritage le plus durable de ces vacances ne sera pas le bronzage. Non. Ce sera cette résilience face à l'obsession de l'image de notre société moderne. Mhm. C'est une réflexion magistrale qui donne une toute autre dimension à ce que l'on imagine des vacances naturistes. C'est certain. Il est temps de clore cette exploration passionnante. Un immense remerciement à l'audience pour l'écoute attentive accordée à cette plongée documentaire. Décortiquer cette organisation et ses règlements nous a vraiment ouvert les yeux sur une autre façon de penser la vie en collectivité et l'éducation. Une belle découverte. C'est d'ailleurs le moment idéal pour rappeler qu'afin de ne manquer aucune des prochaines analyses, il est vivement conseillé de s'abonner à la chaîne. Les prochains sujets promettent d'être tout aussi riches en découvertes et en questionnements sur notre rapport au monde et aux autres. À très bientôt pour une nouvelle plongée.